Dans la vidéo du jour, on va tout simplement parler du Bitcoin, savoir où on en est d'un point de vue fondamental et où on va pour les années à venir. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler de notre cher Bitcoin. L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir où on en est sur le Bitcoin avec des explications sur ses fondamentaux et sur sa technologie, et de savoir où l'on va, c'est-à-dire les perspectives futures. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui a été fait et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur la vidéo du jour, à savoir le Bitcoin, où est-ce que l'on est et où est-ce que l'on va. On va donc attaquer sur le Bitcoin, où en est-on et où va-t-on. Pour comprendre ce que c'est Bitcoin, il faut déjà remonter à sa genèse et à la publication de son livre blanc ou son white paper en 2008 par Satoshi Nakamoto. Alors Satoshi Nakamoto, c'est une personne ou un groupement de personnes qui est inconnu à ce jour. Et cela en fait la force du Bitcoin car on ne peut pas taper sur son créateur. Bitcoin, c'est tout simplement un système de transaction électronique qui fonctionne de pair à pair, sans tiers de confiance. C'est donc un réseau décentralisé et une infrastructure monétaire. Ce système fonctionne avec des clés publiques et des clés privées qui permettent de signer des transactions. Pour faire simple, une clé publique, ça va être votre RIB au niveau de votre compte bancaire et la clé privée, ça va être le code qui vous permet justement d'accéder à votre compte bancaire. Le côté positif, c'est que vous avez tous les droits sur votre argent. Le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas ce tiers de confiance qui va gérer la sécurité et donc que c'est à vous d'être très précis sur ce que vous faites et de faire attention aux actions que vous faites parce que si vous perdez votre clé privée, vous perdez votre argent et vous perdez vos bitcoins. Une adresse Bitcoin est composée de 33 caractères et est unique. Le réseau va détenir un historique immuable et incorruptible pour éviter les problèmes de double dépense. En effet, on est dans un système numérique et donc les choses peuvent être facilement copiées. Et cet historique qu'a Bitcoin, qui est immuable, incorruptible et transparent, va permettre de prouver qu'une chose n'a été utilisée qu'une seule fois. D'un point de vue technologique, on va avoir une fonction de hachage mathématique qui va permettre de lier les informations les unes aux autres pour savoir par exemple qui a échangé avec qui et quelles sont les transactions qui ont eu lieu. Le serveur d'horodatage permet d'éviter la double dépense avec un système de nœuds de validation distribué qui va détenir l'ensemble des historiques de transactions regroupés dans les blocs ordonnés et datés. Et c'est le fait que ces blocs soient ordonnés et datés qui va permettre justement de voir si une transaction est passée deux fois et si un Bitcoin a servi deux fois pour une transaction. Bitcoin fonctionne sur la base du Proof of Work ou la preuve de travail en français, ce qui permet de mettre un coût pour proposer un bloc et donc de sécuriser le réseau. Pour proposer un bloc, le mineur va devoir résoudre un algorithme mathématique dont la difficulté va s'ajuster automatiquement afin de garder une constance dans la création de blocs. En effet, sur la blockchain Bitcoin, un bloc aura lieu environ toutes les 10 minutes. Et en effet, si la puissance de calcul augmente avec par exemple l'augmentation des mineurs, dans ce cadre-là, le protocole va automatiquement ajouter un certain nombre de chiffres pour que l'algorithme mathématique soit plus difficile à décoder et qu'on reste donc sur une constance de 10 minutes par bloc. La prime de résultat récompensera le créateur de blocs en contrepartie de son travail et de sa dépense énergétique. Cette prime va permettre l'émission monétaire et devrait donc à terme être remplacée par les frais de réseau. En effet, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins émis. Il faut savoir que certains bitcoins ayant été perdus à cause d'une mauvaise gestion de clés privées, on aura même sûrement moins de 17 millions de bitcoins en circulation. Et si on prend aussi les 1 million de bitcoins de Satoshi Nakamoto qui n'ont jamais été touchés, c'est vrai que ça réduit fortement la supply. Les transactions ne sont pas privées mais publiques, car Bitcoin est un registre distribué qui va être transparent et consultable par tout le monde. C'est un réseau qu'on peut appeler pseudonyme qui garde tout de même un anonymat des détenteurs des adresses privées. Le halving divise la récompense des mineurs par deux afin de réduire l'inflation du réseau tous les 4 ans et
cette inflation s'arrêtera en 2140, même si dans quelques années, les récompenses auront déjà fortement baissé. En effet, en divisant par 2 tous les 4 ans, au bout d'un moment, la récompense des mineurs sera de moins en moins intéressante et devrait être compensée en partie par l'augmentation du prix du Bitcoin et par l'augmentation des frais sur le réseau. Cela pose un problème futur de sécurisation du réseau, car si les frais ne sont pas suffisamment élevés, les mineurs pourraient débrancher leurs machines et donc réduire le hash rate et la sécurité du réseau Bitcoin. Le premier argument qui est avancé par les Bitcoin maximalistes, c'est de dire que le prix du Bitcoin devrait compenser la baisse des récompenses. Mais cela n'est vrai qu'à court et à moyen terme, car sur le long terme, on devrait avoir une valeur du Bitcoin qui serait irréaliste pour compenser justement cette baisse de récompenses. Il faut savoir que si on enlevait les récompenses et qu'on calculait la valeur du prix d'une transaction pour garder la même sécurité ou le même hash rate, on arriverait environ à 50 $. Cela semble assez élevé pour certaines personnes, mais pour moi, ça reste quand même raisonnable pour des transactions à haute valeur ajoutée qui demandent une grande sécurité. Les transactions courantes pourraient être faites sur une sous-couche du Bitcoin, telle que le Lightning Network. Le Lightning Network, c'est un réseau indépendant relié à Bitcoin. Ça va être un protocole open source qui va agir comme une seconde couche à Bitcoin et qui est relié au réseau Bitcoin via des canaux de communication qui sont garantis par le blocage de certains BTC. En théorie, on peut faire des millions de transactions par seconde à faible coût, ce qui pourrait en faire un moyen de paiement pour les transactions courantes, telles que par exemple prendre son café. Le Bitcoin sera donc la couche de sécurité et le Lightning Network la couche de scalabilité qui vise à transporter des satoshi, c'est-à-dire des unités de Bitcoin. Il faut savoir qu'un satoshi, ça vaut 100 millionième de Bitcoin. Son adoption, donc l'adoption du réseau Lightning Network, est en forte croissance et beaucoup plus rapide que les virements actuels qui mettent plusieurs jours. Les avantages du Bitcoin pour les particuliers semblent évidents. Ça permet de faire des paiements simplifiés via mobile et sans KYC. Ça permet que ces paiements soient sécurisés et ça donne le contrôle de son argent aux personnes. Donc vous n'aurez plus de limite, de plafond à ne pas devoir dépasser chaque mois. Ça fonctionne partout et en tout temps. En effet, les banques peuvent être fermées le week-end et un virement peut mettre du coup 2 jours avant simplement d'être exécuté. Et c'est rapide. En fait, votre transaction va être passée dans le bloc et donc le transfert mettra environ 10 minutes. Pour les entreprises, déjà on peut dire qu'on a les frais très bas. Les virements inter-entreprises coûtent excessivement cher dans le système bancaire actuel. Il y a aussi une protection contre les fraudes parce qu'on est dans un registre distribué, transparent, incorruptible et immuable, et donc très sécurisé pour les grosses firmes internationales. Les transferts internationaux, justement, pourront être faits en moins de 10 minutes et sont assez simples. On a juste besoin d'un wallet et en plus, il y a cette transparence. Dans cette première partie, on a surtout regardé ce qu'était le Bitcoin actuellement, quelle était la technologie derrière et quels étaient ses avantages. On va maintenant essayer de voir le futur du Bitcoin, les perspectives futures. Donc pour ça, pour moi, il faut se poser différentes questions. Premièrement, on voit que l'écologie est de plus en plus au centre des préoccupations et on sait que l'un des principaux arguments des anti-Bitcoin, c'est qu'il est extrêmement énergivore. Donc on peut se demander, est-ce que Bitcoin pourrait passer de la proof of work, c'est-à-dire de la preuve d'enjeu qui demande de la puissance de calcul et donc qui utilise énormément d'énergie, à la proof of stake, c'est-à-dire le fait de devoir bloquer un certain nombre de crypto-monnaies pour sécuriser le réseau. C'est exactement ce qu'a fait Ethereum avec The Merge, le passage de Proof of Work à Proof of Stake. Alors moi, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée pour le Bitcoin, parce que déjà, pour moi, une bonne monnaie doit avoir un coût. En effet, on voit que créer de la monnaie fiat actuellement ne coûte rien, que c'est fait de manière illimitée, car ce n'est adossé à aucune valeur. Et on voit que ça crée énormément de problèmes d'inflation et que la monnaie en elle-même ne vaut plus grand-chose. Deuxièmement, le fait de devoir utiliser de l'énergie pour pouvoir créer des bitcoins donne lieu à un lien réel entre le réel justement et le virtuel. Donc ce monde numérique et le monde dans lequel on vit. Et cela permet de garder la sécurité du réseau. De plus, le fait que toutes les personnes ayant travaillé ou miné peuvent proposer un bloc donne quand même une certaine égalité car tout le monde doit payer la même chose, le même coût énergétique pour pouvoir justement proposer un bloc. On garde aussi une certaine objectivité car c'est la chaîne de blocs ou l'historique avec le plus de travail
qui est considérée comme la bonne chaîne. Pour beaucoup, Bitcoin doit rester en Proof of Work, car le passage en Proof of Stake lui ferait perdre en sécurité, mais aussi en décentralisation. En effet, dans un Proof of Stake, les personnes qui ont le plus d'impact sont les personnes qui ont le plus d'argent et le plus de jetons, alors que côté Bitcoin, ce sont les personnes qui font le travail et qui ont donc chacune le même coût, qui ont le droit, et donc on est dans un système égalitaire, de créer un bloc. Un autre argument qui donne ses limites à Bitcoin, c'est le fait que le code soit très simple, que technologiquement ce soit quand même inférieur à beaucoup d'autres crypto-monnaies, comme par exemple Ethereum, et que surtout le Bitcoin n'est pas très flexible. En effet, les personnes et les Bitcoin maximalistes qui décident de faire tourner telle ou telle version de Bitcoin sont quand même très conservateurs. Et du coup, ça nous emmène à la question, est-ce qu'il pourrait y avoir des smart contracts, donc des contrats intelligents, sur le Bitcoin ? Il faut tout d'abord savoir que les contrats intelligents vont être des programmes automatisés qui s'exécutent de manière autonome sur une blockchain. Ils peuvent être utilisés pour effectuer des transactions automatisées, vérifier les conditions préalables et exécuter des actions en conséquence. La blockchain de Bitcoin ne prend pas encore en charge les contrats intelligents de manière native, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mécanisme intégré pour exécuter des contrats intelligents directement sur sa blockchain, car elle a un langage très restrictif et donc ces contrats intelligents ne pourraient passer que sur des couches additionnelles. On peut le voir que par exemple avec le Lightning Network, on a rajouté une couche à Bitcoin pour pouvoir avoir plus de scalabilité et faire des paiements plus rapides avec des coûts moindres. Voilà, pour faire des smart contracts, il faudrait pour moi rajouter encore une couche. Et il existe certains projets, comme par exemple Rootstock, qui est un projet qui veut mettre des smart contracts capables de manipuler des bitcoins indirectement. Donc pas directement sur la blockchain Bitcoin. Alors moi ce que je pense c'est que des contrats intelligents sur Bitcoin, ça n'a pas forcément encore d'utilité. En effet, Bitcoin pour moi a deux objectifs, être une monnaie, donc être utilisé pour payer des choses, et ça je pense que ça marche plutôt pas mal avec le réseau Bitcoin principal qui est très sécurisé et avec le Lightning Network qui permet de faire des transactions très rapidement, de manière quasiment instantanée et à faible frais. Pour moi, la partie smart contract et évolution des technologies doit plus être faite sur une blockchain de type Ethereum qui a pour but d'être un internet décentralisé ou plutôt un ordinateur décentralisé, une espèce de page blanche sur laquelle on va mettre des applications décentralisées qui vont donc, elles, avoir besoin d'utiliser des smart contracts. Une autre question sur le futur de Bitcoin, ce serait par rapport à son créateur. Comme je vous l'ai dit, en plus de 14 ans d'existence, pour l'instant, on ne connaît toujours pas qui est le créateur du Bitcoin. Et c'est l'une de ses grosses forces, mais aussi l'une de ses faiblesses. Car en effet, si on venait à découvrir qui était Satoshi Nakamoto, il y aurait un angle d'attaque sur le Bitcoin. De plus, Satoshi Nakamoto a plus d'1 million de Bitcoin, ce qui correspond à la valeur actuelle à 21 milliards de dollars. Donc quand même une énorme somme. Et que se passerait-il si Satoshi Nakamoto vendait ces 1 million de Bitcoin? Déjà, pour moi, c'est très peu probable. Parce qu'en 14 ans, il n'a absolument jamais touché à ses wallets qui valent quand même énormément. Et donc pour moi, c'est plus quelqu'un d'altruiste qui ne s'intéresse pas à l'argent et qui veut surtout faire que le Bitcoin perdure et ne pas fragiliser sa création. Il faut savoir qu'avoir énormément de Bitcoin, ça ne donne aucun pouvoir sur le réseau. En effet, on ne peut pas forcer les nœuds à utiliser telle ou telle version du Bitcoin. Chaque personne va le choisir. Et ils resteront plus dans un dogme, et ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va permettre justement d'avoir des avantages. Parce que, je vous le rappelle, pour pouvoir miner un bloc, ça demande toujours la même dépense énergétique. Après, forcément, en fonction du pays dans lequel vous êtes, vous allez avoir un prix d'électricité différent, mais hormis ça, il y a vraiment une égalité des chances. Pour moi, le seul risque réel d'une vente des bitcoins de Satoshi Nakamoto, ce serait un risque de volatilité temporaire sur le prix, car il détient environ 5% de la supply. On aurait aussi un petit risque de perte de confiance temporaire, car on se dirait que le créateur déserte sa création. Pour moi, la vente des 1 million de bitcoins de Satoshi Nakamoto enlèverait une épée de Damoclès qui plane sur la tête du bitcoin. Donc ce serait quelque chose de positif sur le long terme. Ça réduirait la centralisation, car on a actuellement un wallet qui détient environ 5% de la supply, et en plus, ça permettrait aux bitcoiners convaincus d'en accumuler plus. Une autre question qui est à soulever pour moi,
c'est concernant la réglementation, c'est-à-dire la possible interdiction du Bitcoin ou une attaque des gouvernements contre la blockchain du Bitcoin. Pour moi, la seule raison valable serait de protéger l'intérêt des gouvernements et leur souveraineté via leur monnaie. Il pourrait avancer l'argument de l'écologie, mais qui n'est pas valable car le système financier et bancaire actuel pollue beaucoup plus que le Bitcoin. Il faudrait donc regarder les différents vecteurs d'attaque. Pour moi, premièrement, on aurait l'interdiction du minage, qui semble peu probable parce que pour moi, il ne pourra pas être fait dans tous les pays en même temps et que surtout, on l'a vu, lorsqu'un pays, par exemple la Chine, interdit le minage, les petits mineurs individuels continuent de miner le Bitcoin. Et donc pour moi, ça pourrait faire une baisse du hash rate temporaire, mais l'interdiction dans un pays ferait juste délocaliser les grosses entreprises de minage. Un second vecteur d'attaque pourrait être l'interdiction du Bitcoin. Pour moi, il y aura forcément le développement d'un marché noir, car l'interdiction pure et dure du Bitcoin démontrerait sa réelle utilité. Et pour moi, ça me semble très peu probable que ce soit fait dans tous les pays en même temps, donc les personnes pourraient s'expatrier. Dernier vecteur d'attaque, ce serait l'attaque 51, c'est-à-dire que des pays ou des gouvernements se coordonnent pour avoir et détenir 51% de la puissance de calcul globale du réseau Bitcoin. Pour cela, les pays devraient réquisitionner les firmes de minage, ce qui amènerait des coûts élevés et une perturbation sur le réseau Bitcoin. Mais pour moi, Bitcoin reste inarrêtable. En effet, les Bitcoiners convaincus continueront de faire tourner la version de Bitcoin de leur choix et décideront de laisser de côté la version qui aura été corrompue par les gouvernements. On a soulevé plusieurs questions sur le futur du Bitcoin. Mais pour moi, pour faire évoluer le réseau Bitcoin, il faudra des mises à jour. Nous allons donc regarder les mises à jour qui ont déjà été activées sur le réseau Bitcoin. La plus ancienne est la mise à jour SegWit en 2017 qui a eu pour objectif d'augmenter la taille des blocs, c'est-à-dire le nombre de transactions qui sont dans chaque bloc. La deuxième mise à jour est la mise à jour Taproot qui ouvre de nouvelles perspectives sur la confidentialité, sur les portefeuilles multisignatures et sur la sécurité du réseau Bitcoin. Elle a été activée récemment en 2021. Et son gros point fort, c'est un nouveau système de signature Schnorr qui permet aux signatures d'être linéaires, plus petites et plus rapides, ce qui emmène plus de confidentialité et permet, possiblement dans le futur, la création de smart contracts plus légers et complexes. Pour l'instant, on n'a pas d'application réelle des smart contracts, mais cette mise à jour permet une possible évolution pour le futur. On arrive sur la fin de la vidéo et sur la partie conclusion et résumé de ce qui a été dit avec mon avis aussi sur la blockchain Bitcoin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et à vous abonner. Ça permet de récompenser le travail qui a été fait et aussi de soutenir la chaîne et de faire augmenter la communauté. Bitcoin, c'est la meilleure et la plus efficiente forme de monnaie actuelle. Et pour moi, il devrait continuer à se développer dans les années à venir avec les limites qu'on a actuellement sur les devises fiat et leur forte inflation. Le Bitcoin peut évoluer, mais cela ne se fera que lentement car les Bitcoiners sont plutôt conservateurs. Le Lightning Network peut emmener à une adoption de masse du Bitcoin. L'absence de tiers de confiance, la décentralisation et la sécurité du réseau sont ses plus grandes forces. Pour résumer, pour moi le Bitcoin c'est quelque chose qui est fait pour durer, que ce soit en termes monétaires ou en termes de réserve de valeur, et je pense que des mises à jour telles que le Lightning Network ne peuvent que faire éclater son adoption. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.